Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Nous sommes heureux de vous retrouver cette semaine encore et vous l'avez remarqué tout de suite, nous avons un décor très différent par rapport à d'habitude. D'habitude, nous avions l'habitude d'avoir notre chemin, le chemin de la vie, le chemin que nous prenons et que nous empruntons pour savoir vers où nous allons. Aujourd'hui, nous sommes avec un avocat à Montréal, Alexandre Hainaut. Alexandre Hainaut, bonjour. Bonjour Bertrand. Bienvenue dans l'émission Choisie. Merci. Cette émission a pour but de conduire la réflexion et à la fin, nous terminons toujours notre émission par une question qui nous permet d'avancer et qui permet à chacun de choisir vers telle ou telle direction s'il préfère une option ou une autre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration. La semaine dernière, nous avions parlé de l'habitat et nous avions un intervenant d'origine africaine qui nous avait notamment expliqué que l'habitat changeait en fonction de notre culture, de notre pays d'origine, du pays dans lequel on était. Alors on s'est dit évidemment, parlons de l'immigration. Qu'est-ce que l'immigration ? Un avocat d'immigration, comme je suis d'origine française, immigrant moi-même, je définirais l'immigration de manière assez simple. C'est la volonté de quitter son pays d'origine pour un nouveau pays. En revanche, le plus important, à mon avis, c'est de bien définir quelles sont les motivations de l'immigration et quelles sont les motivations de cette décision de quitter son pays. Pourquoi j'évoque ces points-là ? Parce que ça change tout à fait la faculté ou en tout cas l'intention de l'immigrant de venir, de s'installer facilement ou pas. Prenons l'exemple par exemple d'une immigration qui, elle, va être choisie, qui peut être celle des Européens par exemple. Les Européens qui s'installent ici le font par choix relativement positif. Ils quittent un pays qui peut être la France, l'Italie, l'Espagne, qui est un pays facile, pour s'installer dans un autre pays. Ils veulent de l'espace, ils veulent ils ont des souhaits particuliers qu'ils souhaitent pouvoir acquérir. En revanche, on pourrait évoquer un fondement plus négatif qui pourrait être par exemple une fuite de son pays parce qu'il y a la guerre. Et dans ce cas-là, on rentrerait sur par exemple une qualification d'immigrants, de réfugiés. Et là, on ne peut pas dire que la situation soit tout à fait la même et que l'envie de quitter son pays soit forcément volontaire ou en tout cas décidée. Il peut être imposé par une obligation. Et c'est certain que ça va changer tout à fait son approche de son installation dans le pays qui va être choisi. Dans ce que je comprends, c'est qu'il y a deux types d'immigration. Il y a des immigrés qui choisissent et qui disent quelque part, ou qui devraient dire, je renonce à ce que j'ai dans mon pays, j'y renonce pour quelque chose d'autre. Et peut-être une autre immigration où il y a moins de renoncement, mais je peux plus manger. Je prends des pays où il y a par exemple la sécheresse totale, donc ils n'ont plus rien à manger. Ils sont obligés de partir, où il y a la guerre. Et du coup, ils n'ont pas forcément cette envie de renoncer à leur culture, à leur tradition, Est-ce que c'est un peu ce que vous dites ? Oui, c'est ça, et même on peut l'élargir encore. Reprenons un immigrant européen, il va quitter quelque chose qui pourrait paraître pour bon nombre d'autres pays et d'autres résidents ou citoyens d'autres pays très bien. Pourquoi vient-il ici ? Il va le fonder par exemple sur la recherche d'espace. Il veut connaître la nature telle qu'il imagine, le Canada tel qu'il l'a toujours vu. Il va partir en Abitibi par choix. Ça, c'est une situation très positive, volontaire, qui va justifier, qui va peut-être faire des efforts d'intégration beaucoup plus faciles parce que c'est pas imposé. Il l'a choisi et donc il adhérera aux valeurs communes, il adhérera à la façon de faire de l'Abitibi, par exemple. Même si c'est totalement différent de sa situation d'ancien citadin français. Prenons cet exemple. En revanche, un réfugié, imaginons syrien, qui va se retrouver au Canada, va peut-être pas avoir forcément la même vision et il va quitter peut-être par dépit, en disant je quitte parce que c'est la guerre, parce que j'étais en danger, parce que c'est compliqué pour moi. Et il va arriver ici, il va pas forcément adhérer. Pour lui, ça va être forcément un gage de sécurité peut-être, mais pas un choix.
Et donc, ça va justifier peut-être de se regrouper ou d'aller dans des régions où il trouvera peut-être des compatriotes pour échanger et créer cette communauté qui va peut-être pas forcément toujours favoriser l'intégration complète. D'accord. Et il y a peut-être même une troisième qui est en train de naître, dont on entend un peu parler, notamment une immigration de conquête, où on dit, bon ben, dans tel ou tel pays, on a réussi à conquérir tel et tel, à convertir, et on va essayer de mettre notre foi, nos croyances, notre coutume de vie dans tel ou tel pays. Il y a aussi peut-être commence à apparaître. Oui, alors je penserais que cette immigration-là, notamment au Canada, elle n'est pas tout à fait fausse et c'est une réflexion assez judicieuse que vous proposez, mais je pense qu'elle se fait peut-être dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une volonté de conquérir. On ne vient pas conquérir le Canada, qui est une terre lointaine, qui existe depuis longtemps, qui a été conquise par des colons, qui a été échangée au fil du temps. Non, je pense que éventuellement la conquête, elle est plutôt perçue par ceux qui sont sur place, c'est-à-dire l'arrivée d'une certaine communauté. On a l'impression qu'on est soi-même conquis, ou en tout cas qu'on vient nous conquérir. Mais je pense pas que ce soit la volonté des immigrants qui viennent dans les pays, enfin dans notre pays actuellement. C'est plus, au final, se retrouver là, se retrouver sur des communautés telles qu'on les retrouve à Montréal. On monte plus au nord, et plus on monte au nord du boulevard Saint-Laurent, plus on l'aperçoit. C'est ce qu'on peut retrouver dans certaines régions parce que une famille, deux familles se sont installées. Ensuite, les cousins arrivent dans certaines communautés d'autres pays. Oui, ça peut arriver. On peut retrouver des latinos aussi dans une ville parce qu'une famille est arrivée et la ville, on se retrouve avec une communauté vénézuélienne, une communauté colombienne qui se retrouve à cet endroit-là. Oui, ça c'est possible, mais je pense pas qu'il y ait un esprit de conquête en tant que tel. En revanche, les personnes qui peuvent être sur place, oui, considèrent que ça y est, ça devient intrusif et on commence à voir beaucoup de personnes qui viennent de la même communauté, qui viennent chez nous. Oui, ça c'est possible. Alors là, je vais peut-être un peu bousculer et aller plus loin. On a parlé évidemment des accommodements raisonnables, on a parlé de la loi sur le voile, est-ce qu'il fallait porter un voile, est-ce qu'il fallait pas en porter, etc., où on a beaucoup discuté au Québec. Et la question c'est, est-ce que, en dehors de la question du voile en tant que tel, je veux pas qu'on rentre dans cette question-là, mais est-ce qu'on doit renoncer à nos valeurs? Est-ce que c'est l'immigrant qui doit lui renoncer à ses valeurs? Est-ce que c'est le pays accueillant? Comment on peut... Ça c'est une première question. Et je la pose tout de suite d'une deuxième question, c'est est-ce que ça peut se régler d'un point de vue légal? Ouais, oui, il y a réellement deux aspects. On ne va pas rentrer dans le débat et moi-même en tant qu'immigrant, je me permettrai pas forcément d'apporter ma réflexion. J'y réfléchis, j'ai écouté les débats qu'il y a pu y avoir. Moi, je vous dirais juste de manière plus objective. Je pense que quand on immigre, il y a déjà une question que je mets souvent en avant dans les rendez-vous avec mes clients qui sont principalement des immigrants européens souvent, c'est une sorte de virginité sociale. Virginité sociale, je vais m'expliquer tout de suite. C'est-à-dire que quand on est dans un nouveau pays, on n'est plus du tout tenu parce qu'on était dans son pays d'origine. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire question de classe sociale, question de métier. On arrive juste dans son pays et on ne peut être que soi-même. Et on va être apprécié par la communauté accueillante parce qu'on est. Sa gentillesse, son travail, ce qu'on peut proposer et ce qu'on fera pour la communauté. Et ça, ça justifie potentiellement un effort de la part de l'immigrant d'adhérer aux valeurs ou en tout cas aux coutumes locales. C'est plus difficile pour certains pays ou certaines cultures qui ont eux-mêmes, qui sont empreintes de coutumes très particulières et totalement différentes de celles qu'on peut retrouver au Canada. Mais en revanche, ça n'empêche pas le voile de le quitter ou pas, ou de moins mettre en avant, ou de participer à un des repas, ou de changer sa nourriture. Vous retrouvez des familles libanaises, par exemple, j'ai vu ça l'autre jour, je crois que c'était dans l'émission d'Apollo dans le frigo, pour vous dire de manière très très simple. Et là, il y avait une jeune fille qui était libanaise, son père et son beau-père étaient là, et elle demandait à Apollo dans le frigo de venir pour venir changer la bouffe.
C'est-à-dire leur dire, ben non, moi je suis ici, j'aime manger ma poutine, j'aime manger ma pizza, j'aime manger ma malbouffe peut-être, on pourrait le considérer comme ça, et je voudrais qu'en tout cas mes parents et mon beau-père et mon père puissent arrêter de manger forcément que leur falafel, leur mezzé et les plats qu'ils mangeaient au pays, en disant, ben, vous êtes ici, apprenez à manger ce que moi j'aime aussi. Et ça, ils l'ont accepté, bon, peut-être à cause de l'émission, mais je trouvais ça intéressant. Et ça, c'est vraiment un effort, et un effort qui a été fait par les parents. D'accord, donc on voit que l'immigrant, en tant que tel, doit faire un effort. L'immigrant doit faire un effort, ou en tout cas a vocation de le faire. Il n'est pas obligé. S'il tient pas à le faire, il le fera pas. Après, la seule chose de ne pas faire d'effort, ça veut dire que vous restez dans une sorte de visibilité en disant vous n'êtes pas forcément intégré. Et ça, c'est une vision qui n'est pas celle de l'immigrant, qui est celle de celui qui accueille. Et donc dire regardez, ils se comportent comme ils se comportaient chez eux, ils veulent pas le faire comme nous, ils restent de leur côté. Donc ça, après, ça peut créer des difficultés, des communications compliquées en disant bah non, c'est pas qu'on veut pas faire, mais on n'a pas l'habitude, notre estomac le permet pas, tout ce que vous voulez. Mais c'est sûr qu'à mon avis, si on prend des positions comme ça en disant bah je continue de faire comme je faisais dans mon pays, il conviendrait de l'expliquer, ou en tout cas peut-être de permettre à ceux qui ont accueilli de venir comprendre pourquoi cette culture est différente. Oui, il y a bien les deux, hein. Il y a l'accueilli et celui qui accueille, hein. Je pense que quand on parle de l'immigration, je trouve qu'on ne parle pas assez du principe de l'accueil. Parce que l'accueil, c'est quand même quelque chose. Peut-être d'ailleurs qu'elle est plus développée au Canada que dans d'autres pays européens. Oui, je pense qu'il y a une politique d'accueil qui n'est plus forcément aussi importante qu'elle l'était, puisque, et là on va rentrer un peu plus si vous voulez dans mon quotidien et l'aspect légal que vous évoquiez tantôt, c'est que l'accueil maintenant se ferme. C'est-à-dire que on peut avoir toujours cet état d'esprit de bien vouloir accueillir, mais en revanche on va durcir les lois. Et on durcit les lois pour des principes souvent de protection. C'est pas de changement de mentalité. Alors bien sûr les lois sont inhérentes aux différents partis politiques qui seront au pouvoir et à ceux qui vont les faire voter. Mais donc ça peut changer sur quelques années, mais ça va pas changer forcément un comportement enraciné dans la culture de nous Canadiens. Mais ce qui va se passer, c'est que je pense que vous le voyez très bien. On voit l'accueil, mais vous avez des frontières. Et la notion de frontière, elle est importante ici parce que on n'en a pas beaucoup. On a une frontière avec les États-Unis et on a une frontière avec l'océan de chaque côté. Et ça, c'est quelque chose. Et la glace au nord. Et la glace au nord, bon, qui est une sorte d'océan si on veut, dans un état différent, mais et c'est très important. Et ça, je vous le dis par rapport notamment à une clientèle européenne. C'est-à-dire que les Européens, cette notion de contrôle ne la connaissent pas. C'est-à-dire que ils vont se retrouver en Sicile, au sud de l'Europe, et ils vont pouvoir aller jusqu'au nord de l'Europe sans passer une seule frontière. Ils changent de pays, la monnaie est la même, et ils sont jamais contrôlés. Et quand ils arrivent ici, ils sont assez bousculés, c'est-à-dire que ils sont contents de pouvoir immigrer, mais ils comprennent pas qu'ils puissent être contrôlés tout le temps, que ce qu'ils ont dit à un moment sera vérifié par ailleurs, qu'il faut pas qu'ils viennent dire le contraire, qu'à un moment on peut leur reprocher ça et leur mettre dans la face en disant t'es gentil, tu dis ça il y a 2 ans et maintenant tu viens me dire autre chose. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, met à mal ce sentiment d'accueil et d'ouverture en disant « oui, mais d'accord, je veux bien, ils veulent bien me faire venir, mais déjà, à l'issue d'une procédure qui est très longue, parfois qui est très intrusive dans la vie, il faut soumettre beaucoup de documents personnels, donner beaucoup de soi pour se faire enfin autoriser à arriver dans un pays d'accueil, entre guillemets, mais ensuite vous êtes énormément contrôlé. Dès que vous en sortez, vous êtes contrôlé. Dès que vous voulez y rentrer, vous êtes contrôlé. Et ça, c'est peut-être, à mon avis, mal perçu, ou moins bien perçu par les immigrants. D'accord, ça peut être moins bien perçu par les immigrants, mais on comprend aussi, hein, du point de vue du Canada, on peut comprendre qu'ils veuillent, j'allais dire,
contrôler sa population. Eh bien, parfaitement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que le pendant de ça, c'est nous-mêmes, on le comprend, et je pense que bon nombre d'immigrants qui pourraient être ministres de l'immigration dans son pays diraient, c'est normal qu'on contrôle. On contrôle à quel titre? Alors ici, comme pays d'accueil, on va contrôler. Regardez la dernière loi sur les travailleurs étrangers temporaires. Elle est sous-intitulée les Canadiens d'abord. Donc on comprend bien qu'on n'est pas forcément dans une vision d'ouverture complète et de faire venir à bras ouverts tous les étrangers. On va sélectionner nos étrangers, c'est ce qu'on fait au Québec, par le certificat de sélection du Québec. Donc ça, c'est peut-être assez normal, c'est-à-dire on veut accueillir du monde parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, notamment par exemple en Abitibi où pour certaines activités il faut quand même du monde pour qu'on puisse le faire. Mais en revanche, on ne va pas faire venir n'importe qui et à n'importe quelle condition. Et je pense que maintenant l'immigration, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne devient plus forcément résident permanent. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous autoriser dès que vous êtes dans votre pays d'origine, vous dire viens chez nous ici au Canada en tant que résident permanent. On va te dire viens dans notre pays en tant que résident temporaire. Une fois que tu seras ici, fais tes preuves, habitue-toi à l'hiver. Je sais que j'ai su, là, vous m'avez dit qu'il y avait les premières neiges qui étaient en train de tomber en Abitibi. Eh ben, on va dire, viens voir la neige dès le mois d'octobre. Comprends, habitue-toi à ça, apprécie-le. Et puis, une fois que tu auras fait tes preuves indirectement et que toi-même, tu sentiras que tu t'y plais, eh ben, on verra de transformer le temporaire en permanent. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très cohérent et très normal. On voit, il y a vraiment une logique et une insistance aussi, contrairement peut-être à ce qui peut se passer dans d'autres pays comme en Europe où les portes sont assez facilement ouvertes. Je sais qu'il y a même des zones, j'aime beaucoup les Italiens, mais Lampedusa par exemple. Voilà, où effectivement la police même ne veut plus contrôler parce qu'elle a peur pour sa santé. Ce qu'on peut comprendre aussi, parce qu'il y a certaines maladies qui circulent, etc., notamment plus au sud. En Afrique, il y a des maladies actuellement assez graves. Et du coup, il y a des policiers qui disent « Non, je ne veux pas contrôler parce que je ne veux pas attraper la maladie. » Et donc, la porte est plus ouverte. Vous le notiez tout à l'heure, on a l'avantage d'être entouré de l'océan ou de l'eau, et sauf vers le sud. Et on sait que les Américains sont un pays qui aime bien aussi contrôler. Si on franchit la frontière, on est contrôlé. Donc, on voit ce désir de protection. Comment, en tant que humain, en tant que personne, on peut vivre ça? C'est-à-dire qu'on comprend d'un point de vue global, j'allais dire de géopolitique, de géostratégie même, parce que tout ça, derrière, il y a de la géostratégie. Je pense à un livre qui s'appelait « Le camp des saints » de Jean Raspail, qui montrait bien comment les jeux d'immigration peuvent être à la fois contrôler et provoquer des jeux stratégiques importants. Comment, d'un point de vue individuel, d'un point de vue personnel, on peut agir ou faire des choses par rapport à ça? Est-ce que l'immigration, ça nous touche? Est-ce que ça ne nous touche pas? Même si je suis simple citoyen, simple Canadien. L'immigration, ça touche les deux, les personnes qui accueillent et les personnes qui font l'effort d'immigrer. Ça nous touche au quotidien. D'abord, un immigrant qui réussit son immigration va changer, c'est-à-dire que on va lui demander d'être plus humble, parce que d'abord, il arrive dans un pays qu'il connaît pas le système de santé, il n'en sait rien. J'ai vu l'autre jour un père qui me disait, c'est marrant, quand je suis arrivé ici, j'allais à la RAMQ par exemple pour faire ma carte. Je suis rendu au sein de différents organismes et ma petite fille me disait, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il dit, c'est la première fois de ma vie où je lui ai répondu, j'en sais rien. Tu verras bien. Et c'est sûr qu'à un moment, c'est assez étonnant de se retrouver à 35, 40 ans et à dire, je sais pas trop ce qui va m'arriver. Je suis là, il va rien m'arriver de mal, mais sincèrement, je peux pas dire ce que je vais faire. Donc ça, c'est une position qui, à mon avis, est assez intéressante, qui est parfois très délicate. Et l'immigration, ça se prépare. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que vous quittez votre pays, vous quittez des repères, parce que souvent, on s'en rend pas compte, mais nous, on est là, on a vu nos parents faire comme ça, on sait qu'on doit faire comme ça se fait tout seul, on voit le Service Canada, on a demandé son relevé d'emploi, enfin tout se fait de manière assez naturelle. Mais quand on arrive et qu'on ne le sait pas, il faut tout l'apprendre. Donc il faut accepter d'apprendre.
Et à un certain âge, on n'a pas forcément envie de le faire. Et il faut surtout se préparer. Et se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vient pas comme ça de manière si simple dans un nouveau pays. Alors c'est pas forcément qu'utiliser les livres, c'est comprendre, écouter la télé, pas forcément écouter la télé privée, savoir ce que les gens vont pouvoir dire, aller au Tim Hortons et puis pouvoir discuter avec la personne de l'actualité sans prendre position politique. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis il y a le pan le plus important, c'est le pan économique, c'est-à-dire que on arrive dans un pays, il faut travailler et on trouve pas forcément certains immigrants de certains pays peuvent pas se faire reconnaître leur diplôme, peuvent pas trouver dans leur secteur d'activité et si ça n'a pas été travaillé en amont, c'est souvent assez difficile. Et quand ça devient difficile, si vous êtes en couple, ça crée des difficultés dans le couple. Et si ça crée des difficultés dans le couple, le couple peut se briser par exemple, rompre et tout ça, c'est des effets d'enchaînement qui peuvent contraindre des immigrants soit à repartir, soit les mettre dans des états de précarité très importantes. Pas d'emploi trouvé, son conjoint qui est parti, une pension à payer. Enfin, ça devient des situations qui sont très difficiles. Juste, la première chose, je pense que c'est... Parce que je vous vois continuer, et puis très bien, mais je pense que le premier point, c'est le dépouillement. Je crois que c'est un point important que vous venez de dire, là, se dépouiller. Surtout quand on vient de vieux pays, des pays d'Europe, comme on dit ici, les vieux pays. Se dépouiller, ça me semble vraiment important. Le deuxième point, donc, l'apprentissage. Et le troisième point, ce serait donc le point accepter ce qu'on peut trouver. Exactement. Et accepter ce qu'on peut trouver, c'est très juste. Ça engendre l'humilité et par rapport à ceux qui accueillent, nous qui sommes ici, c'est venir dire fais attention. C'est-à-dire que le pays il est déjà comme ça, on te refuse pas puisque tu as été accepté, tu as été contrôlé et que tu as le droit d'être ici, c'est très bien. Maintenant, on sera très fiers de toi si tu réussis. Mais en revanche, fais tout pour réussir et on n'a pas vocation forcément à t'aider. Et ça, c'est une notion qu'il faut avoir en tête, que les immigrants n'ont pas forcément toujours compris. C'est je pensais que c'était plus accueillant que ça. C'est plus accueillant. T'es déjà là, on accepte. Si t'es sympathique, on sera content de pouvoir aller faire n'importe quel party, une réunion d'intégration, tout ce que tu veux, d'être là pour t'aider. Mais on n'a pas vocation à en faire plus. Si nous-mêmes on n'a pas d'emploi, on va essayer d'abord en trouver pour nous. Et ça, je crois que parfois, c'est mal perçu par les immigrants, ou en tout cas, c'est perçu comme étant vraiment de l'égoïsme exacerbé. Et je crois que ça, il faut bien l'avoir en tête, et nous-mêmes pas se le reprocher, c'est-à-dire que un peu d'abord pour soi avant tout, et après, ça n'empêche pas d'être très content de recevoir de nouvelles personnes. Et si on les reçoit de bonne manière, on apprendra aussi beaucoup des immigrants qui rentrent chez nous. Alors justement, je rebondis sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on voyait bien tout le point de vue de l'immigrant. Comment il doit, encore une fois, peut-être quelque part renoncer à lui-même, une part de renoncement, une part d'apprentissage, une part de dépouillement, une part d'accepter ce qu'on lui offre, ce qu'il trouve, même si il était ingénieur, il peut accepter un travail de secrétaire, par exemple. Bon. Et j'aime beaucoup les secrétaires, c'est pas péjoratif, mais je connais beaucoup d'ingénieurs qui vont se dire non, écoute, là, moi j'ai fait des études d'ingénieur, je vais pas accepter de faire ce travail, comme si c'était dévalorisant. Et qu'est-ce que le Québécois, maintenant que nous sommes sur place, qu'est-ce qu'on peut faire envers ceux qui arrivent? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que ils font leur vie puis on s'en occupe pas? Comment agir? Je pense qu'on peut pas imposer un comportement aux Québécois et à nous qui sommes ici. C'est-à-dire que on a le droit de s'intéresser aux autres, mais pour ça, il faut que les personnes nous donnent envie de s'intéresser à eux. Et ça, c'est assez difficile. Et c'est une vraie notion de communication. C'est s'ils paraissent sympathiques, qu'on ira, parce qu'on a vocation et dans nos gènes, on a vocation à accueillir. Mais en revanche, il faut qu'on ait envie d'y aller. Et c'est sûr qu'on a des préoccupations parfois qui sont plus centrées sur nos affaires nous-mêmes, et ça passe en second lieu. Donc bon, ça on peut pas imposer. Si soi-même ou en tout cas ses affaires sont réglées, on aura vocation à pouvoir aller vers l'autre. Ça c'est sûr. Après, je pense qu'il faut avoir en tête, et c'est peut-être être éduqué un peu plus dans cette optique-là, c'est dire nous, on aurait la possibilité d'aller ailleurs si on avait envie de le faire ou si on a les moyens. Faut le pouvoir, bien entendu, d'y aller, que ce soit en tant que touriste ou même d'immigration
destination pour tester des études ailleurs ou pour s'ouvrir l'esprit. Et donc, on serait content d'être bien accueilli dans n'importe quel pays où on pourrait se rendre. Et je pense que c'est avoir cette idée-là, c'est de se projeter en disant, si j'étais là-bas, j'aimerais pouvoir être accueilli de bonne manière. Donc, si j'ai des immigrants ici, j'aimerais les accueillir de bonne manière, parce qu'un jour, s'ils retournent dans leur pays, je serais content qu'ils m'accueillent eux aussi d'une manière positive. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on n'a pas à culpabiliser, comme bien souvent on l'entend. Hein, bien souvent, moi j'entends un peu partout d'ailleurs, et je crois à peu près dans tous les pays occidentaux, comme si on avait besoin de culpabiliser parce que faut absolument accueillir, faut accueillir. Et puis quelque part, on renonce un peu à qui on est, la manière. Et j'allais dire, nous qui sommes au nord, peut-être qu'effectivement, on aime bien être au chaud chez nous, ça c'est très clair, surtout en hiver, et notre hiver est assez long. Et donc, ce que vous dites, on n'a pas à culpabiliser. On n'a pas à fermer notre porte, mais on n'a pas à culpabiliser parce qu'on n'ouvre pas notre porte puis qu'on ne va pas chercher les immigrants pour se transformer. Mais il faut qu'eux-mêmes s'intègrent dans notre culture et qu'ils la comprennent aussi. Exactement, et on n'a pas forcément vocation à avoir et à s'obliger de l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion qui se fait. Un immigrant qui rentre ici va signer la charte des valeurs communes. Il va, bien sûr, appliquer des principes, essayer de comprendre. Et ça, c'est un effort qu'il a éventuellement lui à faire. En revanche, d'être dans un esprit d'ouverture pour lui expliquer comment ça pourrait se passer, lui dire que ici, il n'a pas à être forcément sanguin comme il pourrait l'être dans son pays, parce que les conflits, on va pas les régler de la même façon. On va pas élever la voix, on le voit marqué partout sur n'importe quel petit panneau où on se présente. Si on le rappelle, c'est que il y a des cultures et des immigrants qui ne l'ont pas forcément appris et qui vont vouloir rentrer au conflit, s'énerver. Donc ça, c'est normal à force de le voir, mais soi-même de pouvoir l'expliquer parce qu'une personne se comporte pas bien. Attention, là, vous êtes en train d'élever la voix. Je préférais vous dire que ça se fait pas trop. Venez avec moi, je vais vous expliquer plutôt comment on pourrait procéder. De manière bien dite et avec diplomatie, je pense qu'on a le droit, on est ici, on a le droit d'expliquer aux nouveaux arrivants. D'accord. Vous parliez justement de cette adaptation. Je repense aux Jeux Olympiques à Pékin, où on avait appris aux Chinois à ne pas cracher partout par terre. Et on leur avait distribué des petits gobelets pour cracher dans un petit gobelet, et ils jetaient le petit gobelet parce que effectivement, dans la plupart des cultures qu'ils accueillaient, on ne crache pas partout. Donc effectivement, cette adaptation culturelle, parce que bien souvent, et à l'émission Choisie, on voit qu'on aborde différents sujets de différents angles, et notamment de différentes cultures. Et donc, on a l'impression que le monde aujourd'hui est un village. Et en fait, pas du tout. On est vraiment ici et maintenant, et on n'est pas à 50 000 kilomètres. On est vraiment toujours incarné dans un lieu. Hein. Je crois que cette notion est importante. Oui, et je pense que on n'a pas à apprendre à aimer la poutine. On a intérêt à proposer et à dire à ces nouveaux arrivants de la goûter. Et s'ils apprécient, ils l'apprécieront eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment imposer. Ce que vous dites, c'est un village. Non, le monde, c'est pas vraiment un village. Le monde, c'est un ensemble de petits villages où on peut s'y rendre beaucoup plus facilement qu'on ne le pouvait à une certaine époque. Et donc, c'est juste ça. Maintenant, c'est de venir dire, venez voir notre village. Si vous y êtes bien, vous y êtes bien et vous pourrez y rester. Il n'y a aucune difficulté à ce que ce soit le cas. Et puis, si vous voulez aller ailleurs, il n'y a pas de problème particulier. Allez-y. Ou puis, si moi, un jour, je décide d'aller dans votre village, j'irai et je serai content d'avoir tout ça. Mais je pense que c'est une multiplication d'ouverture d'esprit, d'échange, mais qui doit se faire de manière très simple et sans imposer surtout aux accueillants. C'est-à-dire que si on accueille, c'est très bien, et ensuite qu'il y ait un effort suffisant pour donner envie d'aller voir l'autre. Ouais. Merci beaucoup, Maître Hainaut. Je vous rappelle que vous êtes avocat en immigration. Merci pour toute cette réflexion que nous avons eue. Aujourd'hui, donc, nous pouvons nous poser la question de l'accueil de l'immigrant. Mais est-ce que finalement, l'accueil de l'immigrant ne commence pas par l'accueil de notre voisin? Et donc, nous ne pourrions pas choisir dès aujourd'hui d'accueillir notre voisin, qui finalement n'a pas une culture si différente que la nôtre, celui qui est en face de nous, en face sur notre palier, sur notre voisin de résidence. Est-ce que chacun d'entre nous, nous ne pourrions pas accueillir l'autre? À la semaine prochaine.